Bon dimanche et merci de choisir la RTG Road pour vous informer. Voici l'essentiel de l'actualité ce dimanche. L'archidiocèse de Kinshasa compte désormais 4 évêques auxiliaires pour seconder l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Laurent Monsengo Passigna. 2 de ces évêques sont ordonnés ce dimanche à l'esplanade du Palais du Peuple. Et en sport, 2 équipes de la RDC vont tenter de se qualifier en phase de poule de la Coupe de la Confédération. Kinshasa, l'ASV Club rencontrera Stade Malien et au Caire, Sangabalende sera face à Zamalek. Merci de nous choisir. Nous ouvrons ce journal avec la religion. L'archidiocèse de Kinshasa est en pleine ordination épiscopale de 2 évêques auxiliaires. Il s'agit de Messeigneur Donatien Kwambamba et Jean-Pierre Bafouindissoni. L'événement se déroule à l'esplanade du Palais du Peuple depuis 9 h ce matin. Avec ces 2 ordinations, l'archidiocèse de Kinshasa compte désormais 4 évêques auxiliaires appelés à aider l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Laurent Monsengo Passigna. Et puis en sport, 2 équipes de la RDC au rendez-vous ce dimanche pour tenter de se qualifier en phase de poule de la Coupe de la Confédération à Kinshasa. L'ASV Club cherchera à rattraper le 2 buts de retard du match aller face au Stade Malien et au Caire en Égypte. Sangabalende essaiera de conserver son unique but de Lubumbashi. Prudence tout de même, en croire le coach de l'ASV Club, commentaire Ben Goy. Ce week-end vont se jouer sur le continent le match retour de 8e de finale bis ou tour de recadrage de la Coupe de la Confédération de la CAF édition 2015. À Kinshasa, les Dauphins noirs vont rencontrer le Stade Malien ce dimanche 7 juin au Stade Tata Raphaël. Les poulains de Florent Ibenge ont fort à faire dans cette manche retour, vu les résultats du match aller en leur défaveur, perdu sur la marque de 2-0 à Bamako au Mali. Contraints sont-ils de se qualifier devant leur public tout en commençant par remonter des buts de retard sans en encaisser aucun. Mission qui semble être difficile mais pas impossible car plus difficile le club à surmonter d'après son coach Florent Ibenge. Renverser l'adversaire, ça sera sur le terrain, ça ne sert à rien de parler avant. Mais c'est vrai que cette équipe, on l'a jouée, on la connaît mieux, mais eux aussi nous connaissent mieux. On a perdu, bon, on ne va pas enlever les qualités du Stade Malien parce que ça reste une bonne équipe, mais nous avons commis beaucoup trop d'erreurs, à commencer par, c'est même pas une erreur, j'appelle ça une faute professionnelle. On s'est présenté sur le terrain avec des chaussures inadaptées, donc ça a été une faute par rapport à mes joueurs, je le dis bien, par rapport aux joueurs, ils ont commis une faute, donc à eux de réparer. Que si vous regardez ce match-là, le match aller, bien qu'ayant perdu 2-0, on a plus d'occasions franches que le Stade Malien. Donc c'est un match qui reste un regret et une grosse bêtise faite par nos propres joueurs. Ça, c'est un peu compliqué. Donc ça nous laisse aussi une lueur d'espoir de se dire que on a pu mettre à mal cette équipe et se créer vraiment des occasions franches, même parfois avec le but grand ouvert et on n'a pas marqué. Par ailleurs, Sa Majesté Sangabalende est déjà en Égypte au Caire pour être accueilli par Zamalek qui lui doit remonter un but encaissé à Kinshasa lors de la manche aller. Les Rouges et Or ont effectué les déplacements avec détermination dans le but de pouvoir jouer la phase de groupe dans l'une des plus prestigieuses compétitions interclubs de la CAF qui est la Coupe de la Confédération édition 2015. Devoir de mémoire oblige, la République démocratique du Congo en général et la ville de Kinshasa en particulier a commémoré le 6 juin le 15e anniversaire de la guerre dite de 6 jours au cours de laquelle les forces de défense rwandaises et les forces armées ougandaises se sont affrontées en pleine ville de Kisangani en l'an 2000 alors que les 2 armées soutenaient les rébellions en RDC. 15 années plus tard, les victimes de cette guerre qualifiée de crime contre l'humanité et crime de guerre continuent à réclamer justice
justice pour leurs indemnisations au regard de l'ampleur des dégâts humains et matériels que ces affrontements ont causés. Signalons que la guerre de 6 jours à Kisangani a causé plus de 1000 morts et au moins 500 blessés et plus de 800 bâtiments détruits. Rappelons encore que la Cour internationale de justice a reconnu que l'Ouganda a violé le territoire congolais et lui a demandé la réparation des préjudices commis. Cependant, les négociations entre Kinshasa et Kampala destinées à trouver les modalités de cette réparation n'ont jamais abouti, apprend-on. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, poursuit les consultations au Palais de la Nation avec les personnalités sociopolitiques. Le vendredi, le chef de l'État a rencontré plusieurs personnalités politiques, notamment les représentants de l'ADER, des Forces des Futurs et le chef du Parti travailliste, Steve Mbikaï. Suivez donc ce reportage d'Ablou Soko et Kadedinga rendu par Patrick Mpezozanetti. À la présidence de la République, le chef de l'État Joseph Kabila poursuit les consultations avec les couches sociopolitiques en prélude du dialogue. Au 5e jour de ces consultations, le président de la République s'est entretenu avec une délégation de l'opposition dite nationaliste conduite par Steve Mbikaï. Pour cet homme politique, le Parti travailliste va participer au dialogue s'il est différent des consultations nationales. Et j'ai fait comprendre au président, nous en tant que position nationaliste, on est prêt à négocier entre les Congolais. On n'aime pas l'ingérence de l'étranger dans nos affaires. Mais il y a quand même d'autres politiciens d'opposition qui, eux, ne sont pas de cet avis, qui voudraient bien voir l'implication de la communauté internationale dans ce que nous faisons. Nous lui avons dit ceci. Nous sommes contre qu'on nous aide par l'étranger pour les élections. Parce que quand ils nous aident, ils nous imposent les présidents, des ministres, et ça, nous ne sommes pas d'accord. Et dans ces dialogues, nous voudrons qu'on voie, si l'État n'a pas assez de moyens pour les élections, qu'on puisse exploiter l'idée que nous avions donnée au niveau de la NCPS. Vous savez, j'avais proposé qu'on puisse créer un fonds populaire pour le financement des élections, où les Congolais pourront volontairement cotiser 1000 francs chaque jour pour les élections. Ainsi, donc 1000 francs chaque mois. Ainsi, dans 10 mois, 12 mois, nous aurons tout l'argent pour les élections. Après Steve Mbikaï, le chef de l'État a reçu la délégation de l'ADR conduite par François Mwamba qui soutient le dialogue afin que les élections se déroulent dans un climat apaisé. Nous avons évoqué la question essentielle et cruciale du financement même du processus électoral. Nous avons là exprimé notre inquiétude parce que, comme vous le savez, le budget pour organiser les élections électorales est de 1,2 milliard. Et jusqu'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas encore dit ce qu'il met sur la table de telle façon à ce que le gap puisse être éventuellement apporté par l'ADR est venu dans une posture républicaine. Et nous avons dit au chef de l'État que le dialogue inclusif était incontournable. La dernière délégation a été reçue le vendredi et celle conduite par l'ancien vice-président de la République, Arthur Zaïdi Ngoma. Ce dernier a indiqué que le pays a besoin de la paix. Il faut donc que les Congolais se parlent. Notre cartel, le cartel de l'opposition politique, signataire de l'accord de Sun City, est là pour vous dire que nous devons faire ce dialogue avant les élections. Pourquoi? Parce que nous devons nous entendre sur toutes les choses pour qu'il n'y ait pas une chose qui soit un motif de conflit. C'est important. Les consultations se poursuivent et plusieurs autres opposants sont attendus, dont Justin Butakwira. C'était plutôt un commentaire de Patrick Isso Bongué Bokuma et non Patrick Mpezozanetti, comme nous venons de le dire. Rendons-nous au Parlement où le projet de loi portant répartition de sièges par circonscription électorale pour les élections municipales et locales a été présenté à la plénière de la Chambre basse du Parlement par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Évariste Bochab. Un projet de loi qui vient compléter la loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, ainsi que la fiabilisation du fichier électoral existant. C'est un reportage de Martin Kayembe et Sylvain Bété.
L'organisation des élections urbaines, municipales et locales est conditionnée par le vote et la publication du projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections municipales et locales. Ce qui justifie la présentation de ce projet de loi à l'Assemblée nationale par Évariste Bochab, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Le patron de l'Intérieur a dans son mot démontré l'urgence qu'il y a pour le vote de ce projet de loi sous examen. Dans le débat général, les députés nationaux ont démontré les erreurs dans la répartition des sièges et ils ont émis le vœu de voir cette loi être retravaillée par la commission de leur chambre. Ce projet est tellement volumineux. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre session. Soyons objectifs. Les députés ne peuvent pas examiner tel projet de loi sous pression. Ça concerne tous les 500 députés. Chacun des députés, certainement, prendra parole. Combien de temps on le fera? Et pour que le projet fasse la navette entre le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est pratiquement impossible. Il nous reste 8 jours. Soyons réalistes, nous pensons qu'on ne perd rien, que le vice-premier ministre rentre avec ce projet de loi, puisse amender au niveau du gouvernement et nous le ramener parce que ça nous concerne. Que nous voulons bien. Nous allons recevoir la loi, mais on doit corriger les erreurs, les omissions contenant dans cette loi. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a dans sa réplique aux préoccupations des élus du peuple demandé un délai raisonnable pouvant l'aider à préparer les réponses aux inquiétudes des députés nationaux. Parlons emploi des jeunes, le gouvernement congolais fait de la création de l'emploi des jeunes sa préoccupation permanente. C'est qu'a déclaré le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Willy Makiachi, à la tribune de la réunion extraordinaire de l'Organisation internationale du travail. Les assises se sont tenues à Genève et a réuni des participants venus de différents pays pour évaluer la situation du travail dans le monde. C'est les Kanangila pour le reportage. Ouvert depuis le 29 mai 2015 en Suisse, ce grand messe du travail réunit plusieurs partenaires venus du monde entier. L'objectif est de réfléchir non seulement sur la situation du travail dans le monde, mais aussi arrêter des stratégies importantes pour son amélioration. Le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, a dans son intervention fait voir que beaucoup de défis sont à relever dans le monde du travail congolais. Le monde du travail en République démocratique du Congo a des défis majeurs à relever, notamment le renforcement des capacités institutionnelles, la création de nouveaux emplois pour les jeunes et les femmes, l'extension de la couverture sociale à toutes les couches de la population. La lutte contre la pauvreté est au cœur de l'action du gouvernement. À ce sujet, la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté est mise en œuvre pour la période 2011-2016. Les questions inscrites à l'ordre du jour me poussent à partager avec les communes assemblées ces quelques informations. Le 28 avril dernier, le gouvernement de mon pays a organisé la journée de sensibilisation de la sécurité et santé au travail en vue de bâtir une culture de prévention des risques professionnels en la matière. La réforme de la protection sociale a abouti à l'actualisation de l'arsenal juridique et à l'élaboration de la politique générale de la protection sociale qui sera sanctionnée par une table ronde de validation à laquelle tous les partenaires sociaux seront invités. Signalons que la République démocratique du Congo est fortement représentée à ces assises. Sa délégation, conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, est composée des DG, de l'ONEM et de l'INPP. Parlons télécommunications. Ouvert à Kinshasa depuis le mercredi 4 juin, les ateliers sur l'innovation dans le domaine des télécommunications s'est clôturé le samedi, organisé à l'occasion des Journées mondiales des télécommunications et de la société de l'information. Cette rencontre riche en exposés, en échanges a connu la participation de plusieurs experts et opérateurs économiques œuvrant dans le secteur de la poste et des antiques, avec une vision commune d'inscrire la République démocratique du Congo sur la liste des pays répondant aux normes internationales du numérique.
Vous vous posez peut-être cette question, eh bien, vous n'êtes pas le seul. Où est passée la campagne Made in Congo? La question taraude les esprits de plus d'un Quinois. Lancée fin janvier 2015, l'initiative du ministre de l'Industrie, Germain Kambinga, avait pour objectif de promouvoir l'industrie congolaise pour pousser les Congolais à consommer les produits locaux. Consommons congolais, oui, mais pour quelle production? Tentative de réponse avec Jean-Pierre Kayembe. Une campagne qui semble ne s'être limitée qu'à des simples faits d'annonce. Bonne idée au départ, mais pas mûrie selon certains observateurs. Son auteur s'était vertué à expliquer sans convaincre qu'il faut absolument privilégier les produits fabriqués localement. Après quelques tournées dans certaines sociétés triées à la volée, doublées d'une surmédiatisation, l'initiateur de Made in Congo a, semble-t-il, compris que pousser le public à ne consommer que du congolais était un rêve sans lendemain. Conséquence, la campagne a, selon une certaine opinion, sombré. Son bilan à mi-parcours et mitigé, estime quelques observateurs. Plus étonnant encore, la cible n'a même pas été atteinte. Quand on lui dit consommons congolais, c'est qu'il veut que nous puissions consommer nos produits, hein, qui sont effectivement congolais. Ce n'est pas autant nous interdire peut-être de consommer tout ce qui est indien, libanais, chinois. Avant de demander aux Congolais de consommer congolais, que les ministres nous donnent la liste de ce que les Congolais doivent consommer, qui nous donnent la liste des industries, qui donnent la liste des productions congolaises, qui donnent la liste des aliments produits au Congo, des produits manufacturés qu'on a made in Congo, et ça sera bien comme ça. De l'avis des experts avertis, une telle campagne demandait en amont un grand travail de fond. Son lancement précoce en janvier était voué à l'échec, estime-t-il, dans un pays où tout ou presque est importé. Prétendre ne consommer que du local relevait des miracles, surtout que la qualité-prix est un facteur non moins négligeable. Le ministre de l'Industrie est donc appelé à revoir ses stratégies et faire un repli avant de rebondir. En outre, la population congolaise et les médias sont invités à accompagner la dite campagne. Une autre frange, non la moindre de la population, appelées à concourir à la réussite de cette opération, ce sont les autorités gouvernementales elles-mêmes qui semblent ne pas s'impliquer effectivement, hormis leurs beaux discours prononcés ici et là. Et dans le reste de l'actualité, dans quelques jours, le gouvernement congolais va entrer en possession de son immeuble. Comme sollicité par le Premier ministre Matata Ponyo, les travaux s'effectuent d'une manière accélérée afin de doter les institutions du pays d'un bâtiment répondant aux standards internationaux. Ces locaux de travaux est estimé à 35 millions de dollars américains. Suzy Kibira Omari nous en parle. Sous l'impulsion du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, le gouvernement congolais a décidé de doter les institutions du pays d'un immeuble digne de ce nom. D'un terrain vide et spolié est érigé à la place royale ce bâtiment de 12 niveaux et 8 étages. Le maître d'ouvrage, suivant les recommandations du Premier ministre Matata Ponyo, accélère les travaux pour que d'ici là, l'État prenne possession de son bâtiment. 95% des travaux sont déjà réalisés et les meubles ont été réceptionnés en provenance d'Italie et d'Afrique du Sud. Le premier lot d'une cargaison estimée à 11 tonnes sur commande passée par l'entrepreneur sud-africain est disponible pour meubler les bureaux des ministres et vice-ministres. Pour un coût global avoisinant 4 millions de dollars américains, ces meubles de qualité attestés par le directeur technique du BSECO répondent aux normes exigées par le gouvernement. Cet immeuble a plus ou moins 3000 mètres carrés de bureaux par niveau et d'une mezzanine au centre de conférence. Un rez-de-chaussée, zone d'accueil avec un sous-sol qui est une zone technique. Cet immeuble est doté d'un système de climatisation mixte à sa partie centrale destinée à l'espace public et à la zone d'accueil. Le maître d'ouvrage a également prévu un système de désenfumage pour la sécurité du bâtiment, sans oublier le système anti-incendie et le système de détection de fumée. Les ascenseurs élémentés des charges sont déjà posés. Un réseau au système data est installé pour un fonctionnement moderne des utilisateurs. Le mur est fait de marbre et le carrelage pour ça grâce à une main-d'œuvre Congo-Chine. Le réseau d'évacuation des eaux pluviales en construction et la plantation de la pelouse et d'un parking en cours. Pour un coût global de 35 millions de dollars sur fonds propres, le gouvernement congolais tient à améliorer les conditions de travail dans l'administration publique. Révolution de la modernité exige.
un bâtiment dont les personnes qui vont y travailler sont appelées donc à garder dans un bon état. Nous allons lire ce communiqué nécrologique qui nous est venu du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, a la profonde douleur de porter à la connaissance du public le décès inopiné de Maître Luemba Lumasanga, membre du bureau, rapporteur adjoint du Conseil, ce vendredi 5 juin 2015 à Ngalima 5h. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Fait à Kinshasa le 5 juin 2015. Christophe Titondobi, président du CESAC. Mesdames et messieurs, je rappelle donc l'essentiel de l'actualité. L'archidiocèse de Kinshasa compte désormais 4 évêques auxiliaires pour seconder l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Laurent Monsengo Passigna. 2 des 6 évêques sont ordonnés ce dimanche à l'esplanade du Palais du Peuple ici à Kinshasa. Et en sport, 2 équipes de la République démocratique du Congo vont tenter de se qualifier en phase de poule de la Coupe de la Confédération à Kinshasa au stade Tata Raphaël. L'ASV Club rencontrera Stade Malien et le Caire Sangabalende sera face à Zamalek. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal de dimanche midi. Au nom d'Astrid Bouyi, Moussa Achirala, bienvenue Magambo, Pedi Pereira et Alpha Kandolo. Nous disons merci de nous avoir suivis et moi je vous retrouve demain pour le 12-13. Au revoir.